Ce matin, j'ai posé ma main sur sa place dans le lit, froide, vide, comme si 41 ans n'avaient jamais existé. Il y a 7 mois, elle a ouvert les yeux une dernière fois et a murmuré « J'ai aimé notre vie, mais j'aurais voulu qu'on se parle vraiment. Pas demain, aujourd'hui. 41 ans. » Puis, presque un souffle « Promets-moi, parle, avant que ce soit trop tard. » Elle est partie pendant mon sommeil. Je me suis réveillé avec ce silence qui hurle encore. Si quelqu'un compte pour vous, dites-lui quelque chose aujourd'hui. Un mot, un regard. Parce que le regret de ne pas l'avoir fait, c'est une douleur qui ne s'efface jamais. 50 ans sans vraiment l'écouter. 7 mois à vivre avec ses derniers mots. Ne laissez personne partir avec les vôtres. Et si vous voulez que d'autres entendent ça aussi, vous savez ce qu'il reste à faire. Likez, abonnez-vous. J'ai 83 ans. Je suis assis dans le fauteuil où elle passait ses après-midi, près de la fenêtre qui donne sur le jardin envahi par les herbes. Depuis qu'elle est partie, chaque jour s'étire inutilement, comme si le temps voulait me laisser le loisir de ressasser tout ce qu'on n'a pas fait. On s'est rencontrés en 1963. J'avais 21 ans, elle 19. Elle vendait du fil et des aiguilles dans une petite mercerie de la rue Saint-Martin. Moi, j'étais apprenti à l'usine Renault, les mains toujours noires de cambouis, les ongles impossibles à nettoyer complètement. Je passais devant sa vitrine chaque matin pour aller au travail. Elle arrangeait les bobines de fil par couleur, levait parfois les yeux vers la rue. Un jour, elle m'a souri. Pas un sourire poli, un vrai sourire, celui qui dit « je t'ai remarqué ». Le lendemain, j'ai trouvé le courage d'entrer pour acheter des boutons inutiles. J'ai bafouillé quelque chose à propos d'une veste à réparer. Elle a ri doucement et m'a tendu un sachet en papier craft. « Vous reviendrez si vous en perdez d'autres ?» Je suis revenu, tous les jours, pendant 2 semaines. On a commencé à discuter, d'abord du temps qu'il faisait, de l'usine, de ses journées calmes dans la boutique. Puis de tout le reste, nos rêves, nos peurs, ce qu'on voulait faire de nos vies. Elle voulait voyager, moi aussi. On parlait de l'Italie, de la mer, des montagnes qu'on n'avait jamais vues. On s'est mariés l'année d'après, mairie du 11e arrondissement, un samedi matin de juin. Repas chez ses parents dans un appartement trop petit pour accueillir tout le monde. Elle portait une robe blanche cousue main par sa mère, avec des petites perles sur le col. Moi, un costume emprunté à mon frère aîné, trop large aux épaules. On n'avait rien, mais on riait beaucoup. On a loué un 2 pièces au 5e étage sans ascenseur. Les murs étaient jaunes, le papier peint se décollait dans la cuisine. Mais c'était chez nous. Elle avait mis des rideaux à fleurs. J'avais repeint les portes en bleu. Les premières années ont été dures. Je bossais à l'usine 6 jours sur 7, parfois 7 quand il fallait faire des heures sup. On payait le crédit pour l'appartement. On comptait chaque franc. Elle continuait à travailler à la mercerie, rentrait tard, préparait le dîner, lavait le linge à la main. Puis, les enfants sont arrivés. D'abord Marc, en 1966, puis Sophie, 2 ans après. Elle a arrêté de travailler après la naissance de Sophie. Elle me disait « c'est juste pour quelques années, après je retournerai à la boutique ». Elle n'y est jamais retournée. Moi, je rentrais crevé tous les soirs. Je posais mon bleu de travail dans l'entrée, je mangeais vite, je m'asseyais devant la télé et je m'endormais avant la fin du journal. Elle me couvrait d'un plaid, m'embrassait le front, éteignait la lumière. On remettait toujours au lendemain. Je me disais « plus tard, quand les enfants seront autonomes, quand j'aurai une promotion, quand on aura remboursé l'appartement. On parlera vraiment, on se regardera dans les yeux, on ira marcher au bord de la mer comme on se l'était promis avant le mariage. » En 1979, je suis devenu contremaître. J'étais fier comme jamais. Je rentrais encore plus tard, je racontais les histoires de l'usine à table, les conflits avec les syndicats, les objectifs à atteindre, la pression de la direction. Elle écoutait, elle posait une question de temps en temps pour montrer qu'elle suivait. Parfois, elle lâchait au milieu du repas « Et toi, comment tu te sens vraiment ?» Je répondais toujours la même chose, fatigué, mais ça va, et je parlais d'autre chose. Les enfants ont grandi. Marc est parti étudier à Lyon en 1985. Sophie a quitté la maison 2 ans après pour s'installer avec son copain à Marseille. On les voyait à Noël, parfois à Pâques, ils appelaient le dimanche.
leur vie avançait ailleurs. La maison s'est agrandie dans le mauvais sens, trop grande pour deux, trop silencieuse. On prenait le café en silence le matin, chacun avec son bol, chacun avec son journal. On regardait la télévision le soir, côte à côte sur le canapé, sans vraiment échanger plus que « tu veux du thé ?» ou « t'as vu l'heure ?» On se disait bonne nuit. On se touchait encore de temps en temps, un baiser rapide avant de dormir, une main posée sur l'épaule. Mais les mots importants, ceux qui font peur, ceux qui bouleversent, on les rangeait toujours pour plus tard. On s'aimait, j'en suis sûr, mais on se le disait plus, comme si c'était acquis, comme si ça allait de soi. En 2004, elle a commencé à avoir mal au ventre. Au début, elle n'en parlait pas, puis elle a commencé à prendre des cachets, puis elle a arrêté de manger certaines choses, puis elle a maigri. Je lui disais « va voir le médecin ». Elle répondait « c'est rien, ça passera ». Ça n'est pas passé. Un soir, elle s'est pliée en deux dans la cuisine. J'ai appelé le SAMU, urgence, examen, scanner, IRM. Puis le mot, cancer, pancréas. Trop tard pour opérer. Quelques mois, peut-être un peu plus avec la chimiothérapie. Le médecin a dit ça comme s'il annonçait la météo. Froid, professionnel, habitué. Moi, j'ai arrêté de respirer. Elle a pris ma main et serré fort, plus fort qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Elle a commencé la chimio 3 semaines plus tard. Les cheveux sont partis, la force aussi. Elle passait ses journées allongée, nauséeuse, épuisée. Mais elle se levait quand même pour faire le lit, pour mettre la table, pour arroser les plantes. Je lui disais « Reste arrangée, repose-toi ». Elle répondait, avec ce petit sourire têtu qu'elle avait toujours, « Si je reste allongée toute la journée, je me sens déjà morte ». Les mois ont passé. Les traitements ralentissaient la maladie, mais ne la stoppaient pas. Les médecins parlaient de gagner du temps, comme si le temps était une monnaie qu'on pouvait négocier. En octobre 2005, elle a arrêté la chimio. Elle m'a dit « Je préfère vivre mes derniers mois vraiment plutôt que de les vomir dans une salle d'hôpital ». Je n'ai rien dit. Qu'est-ce que je pouvais dire? À la fin, quand elle ne pouvait plus monter les escaliers, je l'ai installée dans le salon, près de la fenêtre. J'ai mis son fauteuil préféré, celui avec les accoudoirs larges et le coussin à fleurs qu'elle avait cousu elle-même. Elle passait ses journées à regarder le jardin. Les rosiers qu'elle avait plantés des années plus tôt continuaient à fleurir, même en automne. Elle les fixait pendant des heures, sans rien dire. Parfois, je la surprenais à pleurer doucement. Je m'asseyais à côté d'elle. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Un soir de novembre, sous la pluie, elle m'a demandé de m'asseoir près d'elle. J'ai approché une chaise. J'ai pris sa main, si légère, si froide, comme si la vie s'en échappait déjà. Elle a parlé longtemps, doucement. Sa voix était faible, mais claire. Elle m'a dit qu'elle ne regrettait pas une seconde de m'avoir choisi, qu'elle avait aimé nos matins pressés, nos Noëls bricolés avec 3 fois rien, les dimanches où les enfants couraient partout dans l'appartement en criant. Qu'elle se souvenait de mon sourire le jour de notre mariage, de ma main qui tremblait quand j'avais passé l'alliance à son doigt. Qu'elle avait aimé chaque instant, même les plus durs, mais qu'elle a porté le silence comme un poids invisible. Pas un silence méchant, elle a précisé, un silence paisible, habituel, qu'on n'ose pas déranger. On s'est aimé sans se le dire assez, elle a soufflé, les yeux dans les miens. Et maintenant, je pars sans avoir entendu certaines phrases, et toi, tu vas rester sans pouvoir les prononcer. J'ai ouvert la bouche, j'ai voulu dire quelque chose, n'importe quoi, mais les mots étaient coincés. Elle a souri, un sourire triste. C'est pas grave, je sais, mais j'aurais aimé les entendre quand même. Elle a fermé les yeux, après ça. Elle n'a presque plus parlé les jours suivants, juste quelques mots par-ci, par-là. Merci, ça va, je t'aime. Elle est partie un jeudi matin. J'étais assis à côté d'elle, comme tous les matins depuis des semaines. Je tenais sa main. Elle respirait doucement, les yeux fermés. Et puis, d'un coup, plus rien. Son souffle s'est arrêté. Sans bruit, sans drame. Elle était juste partie. J'ai attendu quelques minutes avant d'appeler quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je voulais rester seul avec elle encore un peu. Peut-être que je n'arrivais pas à accepter. Depuis, je parle tout seul. Je lui raconte le facteur qui passe tous les jours à la même heure, le chat du voisin qui vient voler dans l'assiette quand je laisse la porte ouverte, le rosier qui refait des boutons, même en plein hiver. Je lui dis que je suis désolé, que je n'avais pas compris, que j'ai cru que l'amour se suffisait à lui-même, sans mots, sans déclaration, sans ces phrases qu'on garde pour les films ou les livres, que j'ai cru qu'on avait le temps,
Il ne me reste plus beaucoup d'années. 2, 3, 5 peut-être. Les médecins parlent de bonne santé pour mon âge, mais je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire profiter. Je les passe ici, dans cette maison où son odeur s'efface peu à peu. Je fais le café pour un. Je regarde par la fenêtre. Je m'assieds dans son fauteuil parfois, juste pour sentir ce qu'elle voyait. Et je porte ces derniers mots comme un bardeau que je n'ai plus la force de poser. Les enfants viennent me voir de temps en temps. Ils me demandent si ça va. Je dis oui. Ils insistent pour que je vienne vivre chez eux. Je refuse. Cette maison, c'est tout ce qu'il me reste d'elle. Marc a essayé de me convaincre de vendre. « Papa, c'est trop grand. Tu peux plus l'entretenir. Viens à Lyon, on a de la place. » Je lui ai dit non. Parce qu'ici, elle est encore là. Dans les murs, dans les objets, dans le fauteuil, dans le jardin. Sophie m'appelle tous les dimanches. Elle me demande ce que j'ai fait de ma semaine. Je mens. Je dis que j'ai vu des voisins, que j'ai fait des courses, que j'ai regardé un film. La vérité, c'est que je passe mes journées à attendre. À attendre quoi? Je ne sais pas vraiment. Peut-être à la rejoindre. Ce que j'ai appris trop tard, c'est que le temps ne prévient jamais. Il file, sans bruit, sans pitié. Et les occasions de dire « je t'aime », « tu me manques même quand tu es là »,« j'ai eu peur de te perdre tous les jours », elles ne reviennent pas. On croit qu'on aura toujours demain, qu'on aura le moment parfait, qu'on trouvera les bons mots. Mais demain n'arrive jamais, et les mots restent coincés dans la gorge jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Si vous avez encore quelqu'un à qui parler, parlez, aujourd'hui, maintenant, même mal, même maladroitement, même si ça sort tout de travers. Parce que quand il reste que vous et le silence, vous entendrez encore, pour toujours, la voix de celle qui vous a aimé assez pour vous supplier à la toute fin. Parle, avant qu'il soit trop tard. Je vais éteindre la lumière maintenant. Je vais lui dire bonne nuit, comme chaque soir.